Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07, votre télévision 100% ardéchoise. Et nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'être à Privas, où nous sommes allés à la rencontre d'une avocate qui nous vient de Paris. Elle est également directrice de l'Institut des Libertés et elle se présente sur la liste européenne de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Et nous sommes donc allés à sa rencontre. Nous allons la suivre en interview aujourd'hui pour savoir quel est le programme, ce qu'elle propose. En tout cas, elle est allée à la rencontre des Ardéchois et nous avons voulu la suivre. Et c'est tout de suite sur TV07. Emmanuelle Gave, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Ardèche. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Écoutez, alors vous êtes avocate au barreau de Paris, vous êtes directrice de l'Institut des Libertés. Tout à fait. Et depuis quelques mois, vous êtes engagée en politique auprès de Nicolas Dupont-Aignan, donc le parti Debout la France. Voilà, et pour la liste, a priori, Voilà. les amoureux de la France. Les amoureux de la France, donc la liste au niveau européen, les élections européennes qui auront lieu donc au mois de mai prochain. Voilà. Alors quelle vaut tout d'abord votre venue aujourd'hui à Privas en Ardèche, dans ce département extrêmement rural? Écoutez, je pense que ça vient d'abord d'une invitation et je remercie les fédérations de m'avoir invité. Et puis ça vient aussi de ma volonté personnelle d'aller un petit peu, comme je débute en politique, de me rendre compte véritablement des besoins des gens. Et pour ça, je ne peux pas le faire depuis la capitale. Il m'incombe quand même de me déplacer en région, de venir voir les gens, de venir les écouter, parce que, encore une fois, je pense que, vous voyez, M. Macron en ce moment bat la campagne, mais j'ai l'impression que quand il bat la campagne, il va voir les gens et il leur parle de lui ce qu'il veut. Bah, c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, c'est l'inverse qui doit se passer. Si vous allez voir les gens, vous les écoutez. Vous écoutez non pas les doléances, mais un petit peu les questions. Comment ça fonctionne dans ce pays? Quelles sont vos préoccupations primaires? Parce que ça va pas être pareil en Ardèche que ça sera en Bretagne, parce qu'il y aura des problèmes d'agriculture différents, il y aura des problèmes de régionalité différentes, parce qu'il y a des régions qui sont un peu plus touchées par les migrations que d'autres. Il y a des régions qui ont des aides européennes au niveau de la PAC plus que d'autres. Et ça, moi, c'est des questions qui m'intéressent parce que je viens d'une famille, quand même, j'avais un grand-père qui était dans la ruralité, qui avait des fermes dans le Béarn. Et pour moi, franchement, la façon dont aujourd'hui l'Europe traite nos agriculteurs est scandaleuse. J'ai rencontré en Sologne, j'ai rencontré partout des agriculteurs qui sont en train de crever la bouche ouverte. J'en ai rencontré encore dans le Lyonnais, des agriculteurs dans le laitier. Les gars, ils crèvent. Ils n'ont pas une augmentation du niveau de vie depuis 89. On donne plus à l'Europe que ce qu'on reçoit. C'est pas possible aujourd'hui. Il faut faire quelque chose pour ça. Justement, alors, revenons un petit peu à la base de votre engagement politique, on va dire aujourd'hui. Vous avez une pensée au départ très libérale. Oui, c'est vrai. Vous êtes fille d'eux, on parle souvent de fille d'eux, de Charles Gave, qui est entrepreneur, économiste reconnu depuis de nombreuses années. Et vous avez rejoint, au grand étonnement de beaucoup de personnes, un parti souverainiste, parce qu'on peut aujourd'hui dire que Dupont-Aignan, c'est un parti, et c'est un personnage politique qui prône la souveraineté. Et très souvent, les gens font un peu l'amalgame entre le souverainisme et le royalisme. Alors, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on va revenir à un roi, des reines, les princes, les princesses? Voilà. C'est drôle ce que vous dites, et effectivement c'est un des grands problèmes, je pense, et encore une fois en tant qu'avocat ça me fait rire parce que quand vous êtes un avocat vous commencez toujours par mettre les définitions. Et effectivement, comme le mot souverainisme dans sa façon d'écrire ressemble à souverain, les gens disent « Ah oui, c'est un royaliste », mais pas du tout. Quand on dit souverainisme, qu'est-ce qu'on dit? On dit on veut revenir à la souveraineté de la France. Dans la souveraineté, on a quoi? On a les frontières, on a tout ce qui est du domaine du régalien, c'est-à-dire s'occuper de la justice, de la police, de tout ce qui sont les grandes missions primaires de l'État. En essayant de se dire, si on arrêtait de se disperser et de faire bien ce qu'on sait faire, peut-être qu'on aurait une administration centrale qui serait plus légère et qui fonctionnerait mieux. Donc moi, je viens effectivement d'un milieu qui est qualifié de libéral, mais pas libéral dans la déviance, l'acceptance libertaire qu'on en a aujourd'hui. Je viens d'un monde qui est libéral conservateur, qui était ancestralement celui d'Alexis de Tocqueville, de Bastia, c'est-à-dire celui qui dit
Le libéralisme n'est rien d'autre qu'un pragmatisme juridique. Et le pragmatisme juridique que je revendique, c'est de dire nous sommes tous égaux devant la loi. Et quand je dis ça, la seule chose que je veux pour un État, c'est d'avoir des moyens juridiques de protection pour tout le monde, pour les petits, pour les grands, que personne n'embête personne et qu'on puisse justement se protéger. Donc au niveau européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un pays comme la Chine qui fait du dumping social, ça, il faut s'en protéger, puisque cette personne ne respecte pas les règles du jeu. Donc quand on dit libéralisme, ça ne veut pas dire le renard libre dans le poulailler libre, pas du tout. Ça veut dire simplement des règles de droit qu'on va faire respecter. Et le souverainisme, pourquoi pour moi? C'est simplement que, encore une fois, je suis attachée à ma nation, je suis attachée à la France, et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, ça veut simplement dire que je considère que mon devoir, en tant que Française, c'est d'aider d'abord les miens, comme un peu un parent qui aiderait d'abord ses enfants avant d'aider ses voisins de palier. Alors justement, n'est-il pas plus dangereux pour vous, en termes politiques, d'engagement politique, de vous rapprocher de Nicolas Dupont-Aignan plutôt que peut-être d'avoir été plutôt chez les Républicains ou voire même aller au Rassemblement national de Marine Le Pen qui prône aussi une forme de souveraineté nationale au niveau des fonctions régaliennes. Pourquoi c'est Nicolas Dupont-Aignan qui vous a contacté? C'est vous qui vous êtes rapproché de lui? Comment ça s'est passé justement cette rencontre? Alors, sur la première question, pour ce qui est des Républicains, effectivement, cela aurait été peut-être plus confortable pour moi parce que c'est un parti bourgeois, je suis une sorte de bourgeoise, donc ça aurait été peut-être mon terreau naturel, on ne va pas se mentir. Mais pour moi, les Républicains ont trahi ces dernières années, en tout cas au niveau européen, alors qu'ils disent qu'ils étaient contre tout élargissement, qu'ils étaient contre toute politique migratoire. Ils ont voté exactement l'inverse. Ils ont voté l'élargissement à la Roumanie, ils ont voté l'aide financière à la Turquie récemment, que ce soit Hortefeux, Dati, ils ont tous voté à pieds joints dans le groupe PPI tous les accords permettant les politiques de regroupement familial dans Dublin 3 et dans Dublin 4. Donc si vous voulez, à un moment, je ne vais pas aller rejoindre des gens qui sont des sociotraîtres, qui font exactement l'inverse de ce qu'ils disent. Ça n'est pas humainement possible intellectuellement. Alors, revenons un petit peu à l'actualité. On parle de Gilets jaunes. Vous avez participé à X rassemblements. Nous allons être bientôt au 15e samedi. Pensez-vous pas que justement ce mouvement populaire des Gilets jaunes aujourd'hui fait exploser 40 ans de politique qui sensiblement ont été les mêmes, de droite, de gauche? Croyez-vous pas justement qu'on est peut-être arrivé à la fin d'un système, et c'est ce que revendiquent entre autres les Gilets jaunes, dans le message ou des différents messages qu'on peut entendre, qu'il faut changer complètement de système? Est-ce qu'il ne faut pas... Certains veulent une 6e République. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de tomber, vous, en tant que jeune femme politique, nouvelle en tout cas dans ce mouvement politique, voilà, que vous allez retomber dans les mêmes travers que le message qu'on entend depuis 40 ans? Alors, j'espère que non, que je ne retomberai pas dans ce travers. En tout cas, je vais essayer de m'y employer. Pour revenir sur le problème politique depuis 40 ans, je lisais un article aujourd'hui qui était assez drôle, qui disait en France, nous avons deux partis, un parti de gauche et un autre parti de gauche. Et c'est un peu ça, si vous voulez. Il y avait un article de Chantal Delsol dans le Figaro sur les Gilets jaunes il y a 3 semaines, qui disait en substance qu'en définitive, ce que pointait du doigt cette crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait une révolte contre une certaine oligarchie. Et c'est quoi cette oligarchie? C'est une certaine caste politique qui s'est accordé un certain privilège, qui pantouflent, qui se donnent des petites fonctions entre eux et qui ont verrouillé un système de l'intérieur. Aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, il n'y a plus véritablement d'ascenseur social, il n'y a plus véritablement d'accès pour des fils d'agriculteurs à l'ENA, aux plus hautes fonctions de l'État, et ça, c'est un véritable tort. C'est-à-dire que les gens se retrouvent quelque part enclavés dans un déterminisme, et ça, c'est un vrai problème. Et je crois que la révolte des Gilets jaunes, à l'origine, vient d'une incompréhension de la part de ce gouvernement, qui n'arrivait pas à comprendre que les gens étaient à 30 € près dans leur mois, et du coup, ils n'ont pas compris, en fait, en mettant cette taxe carbone, pourquoi tout le monde était dans la rue, et les gens, eux, ne comprenaient pas qu'on ne comprenait pas, en leur disant, mais enfin, vous vous rendez pas compte qu'au 15 du mois, il n'y a plus de viande. Et du coup, tout le monde était dans
dans une position en disant mais enfin vous êtes idiots ou quoi. Et les autres, les bobos disant ah mais non mais vous comprenez pas, on veut faire un truc super bien pour la planète. Et les autres disent attendez mais vous comprenez pas, on finit pas nos fins de mois. Donc dialogue de sourds. Dialogue de sourds. En quoi vous pensez être légitime connaît un peu votre parcours. Comme je disais, vous êtes fille de Charles Gave. Vous avez vécu dans un certain confort, je dirais globalement toute votre vie. En quoi ce mouvement des Gilets jaunes, quand vous parlez justement que des gens n'arrivent pas à finir leur coquins, ils ne savent plus ce qu'ils vont manger, en quoi vous êtes légitime dans le message que vous voulez transmettre? Alors, ma première constatation déjà, c'est qu'on a oublié en France qu'il pouvait exister une telle chose qu'une droite populaire. Et je pense très sincèrement que quand bien même on serait peut-être bourgeois, on pourrait tout à fait comprendre, ne serait-ce que par l'empathie. La deuxième chose, encore une fois, c'est que la dérive un peu marxiste qui était de dire camarade, d'où parles-tu, pour moi ne s'applique pas. Ou alors sinon, dans ces cas-là, les hommes ne pourraient pas parler de l'IVG. Les femmes ne pourraient pas discuter de certains sujets non plus. Quelque part, en tant que citoyen, normalement, l'endroit d'où vous parlez ne vous qualifie pas. Et sinon, à ce compte-là, on ne pourrait avoir que des ouvriers qui représentent des ouvriers et des femmes qui représentent des femmes. Et je ne crois pas que le jeu politique s'arrête à ça. Et de la même façon, on a pu voir, vous voyez, que M. Mélenchon, qui était soi-disant un serviteur du peuple, ne se gêne pas pour avoir des comptes de campagne un petit peu différents et pittoresques, et les siens aussi. Donc je crois que, en fait, il faut arrêter de penser en termes de parti et qu'il faut faire confiance peut-être à son instinct, aux gens, aux rencontres. Et si les gens à mon contact se disent, a priori, elle a l'air d'une personne de bonne foi, laissons-lui sa chance, eh ben, c'est le pari que j'aurais gagné et je ne demande pas vraiment plus. Après, peut-être que certaines personnes auront des questions, se diront c'est pas ça, je ne comprends pas ce qu'elle fait, mais là, encore une fois, je resterai ouverte et je n'ai absolument pas la prétention de penser avoir un message nouveau, avoir reçu un appel divin. Je dis juste... Encore une fois, moi je suis une femme de terrain, j'ai été mère célibataire, j'ai 2 enfants, j'ai effectivement relativement vécu dans peut-être un certain confort matériel, encore qu'on a tous nos problèmes de vie, nos petits parcours, nos choses qui font que... Et aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un défi, c'est quelque chose de nouveau. Je pense que je vais me prendre sûrement des claques dans la figure. Mais c'est bon, c'est amusant. J'ai toujours été déléguée de classe, envie de m'occuper des autres. Donc voilà, ça, pour moi, c'est rationnel. Le message qu'on entend, c'est on veut vivre dignement. Oui. Et quand on entend les politiques aujourd'hui, on n'a pas l'impression que le message, que ce soit de gauche ou de droite, ce message passe aujourd'hui. On a une tendance à scinder tout le système technocratique parisien. On a l'impression que tout est concentré sur Paris ou à Paris et que dans les provinces, on n'est pas compris aujourd'hui. C'est quoi le message des amoureux de la France, de Debout la France? C'est quoi ce message aujourd'hui que vous voulez faire passer? Le message, c'est de vous dire déjà, on vous écoute, on a envie de vous écouter. Alors je ne dis pas qu'on pourra venir en Ardèche toutes les semaines, mais en tout cas on est conscient et on sait que c'est là que ça se passe. Et on sait que quand on se présente à des élections, on se présente pour le peuple français et par le peuple français. Et que c'est ça le peuple français. Et que ça ne se passe pas forcément à Paris, dans des salons parisiens refaits à grands frais. Bien sûr, oui, ça se passe aussi là, mais pas que. Et je pense que ce désinvestissement des politiques, ce désinvestissement de la ruralité, des territoires, comme ils disent aujourd'hui, c'est un vrai tort, parce qu'on oublie aussi nos racines, on oublie ce qui a fait la France d'antan, ce qui fera aussi la France de demain, et ce qui fait qu'aussi les gens, à force, ne savent plus qui ils sont. Alors après, on dit « Ah oui, mais il y a une montée des communautarismes. » Bah oui, mais si les gens ne savent plus qui ils sont, comment voulez-vous qu'ils arrivent? Alors ils essaient de se rattacher, d'où la montée aussi peut-être d'un certain intégrisme chez certains, parce qu'ils se cherchent un nouveau Dieu. Quand vous n'avez plus foi en rien, vous allez dans des extrêmes. Et c'est ça le tort aussi, c'est que à force, pour moi aussi, que les gens soient désinvestis, soient déçus, ils vont chercher des palliatifs dans des choses toxiques. Et
Et je pense que nous, ce qu'on essaie de faire, encore une fois, c'est simplement de dire, voilà, on va essayer d'avoir un message bienveillant, local, en s'adressant aux gens, en disant, voilà, on est là, on est là, on cherche à faire le bien, on cherche à aider, et puis on espère que ça sera vu. Vous allez être numéro 4 sur la liste, hein, je pense. Alors, que c'est ça. elle n'est pas encore définie. Elle n'est pas encore définie. 4 ou 6. 4. Donc vous seriez donc éligible. Oui, normalement. Normalement. C'est quoi aujourd'hui le quotidien pour vous? Vous avez mis votre vie professionnelle d'avocate en sommeil. Comment ça se passe votre quotidien aujourd'hui? Vous parcourez la France? C'est combien de fois par semaine? Alors, comme je le disais, puisque vous posez une question un peu personnelle, moi je suis une maman divorcée, donc j'ai des enfants j'ai 2 filles, je suis en résidence alternée. Donc les semaines où je n'ai pas mes enfants, comme cette semaine, je peux faire des déplacements en région, et ce que j'essaie de faire le plus possible. Et c'est les moments que je choisis aussi pour essayer de participer à des conférences, à des meetings. Et les semaines où j'ai mes enfants, je travaille à l'Institut des Libertés, j'ai donc mis ma profession d'avocat sur le côté. Et j'essaie de préparer aussi, parce qu'une conférence, ça se prépare. Là, vous voyez, par exemple, je vais intervenir dans quelques jours sur les lois anti-casseurs. Il faut bien que je lise les lois, il faut bien que je regarde ce que les gens écrivent aussi dessus, parce que sinon, j'aurais tôt fait de devenir aussi peut-être une politique hors sol qui ne connaît pas ces dossiers. Et j'aimerais pas ça. Donc, je prétends pas du tout connaître tout sur tout, mais en tout cas, j'aime bien me dire que j'y travaille. Et donc, voilà, ça, je passe beaucoup de temps à ça aussi. Voilà. Très bien. On va vous laisser avec votre auditorat, les gens qui sont venus aujourd'hui. En tout cas, merci de. Voilà. Chaleureux. Donc, Ardéchois, donc. Ardéchois, cœur fidèle, on dit. Ah, cœur fidèle. Voilà, l'Ardéchois, c'est cœur fidèle. En tout cas, comme quoi. Voilà, merci à vous en tout cas, puis bonne campagne et puis bonne visite en Ardèche. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez à la rencontre, je pense, à cet après-midi d'élus, d'agriculteurs. On va aller à la rencontre des pompiers volontaires aussi, dans la modification de la loi. Et voilà, on va faire un peu le tour justement des problèmes aussi de la PAC en région, sur les problèmes de foin, de fourrage, enfin de tous les problèmes et puis de répartition aussi des zones de la PAC qui donnent les subventions, qui ne les donnent pas, voilà, toutes ces questions-là. Donc, très bien, donc beaucoup de travail. Enrichissant. Voilà, absolument. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.